Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cancer de l'estomac. Alors, à propos du cancer gastrique, il est le 5e cancer le plus fréquent dans le monde et 3/4 de ces cas se situent sur le continent asiatique où l'infection à Helicobacter pylori est endémique. En France, il est le 2e cancer digestif le plus fréquent après le cancer colorectal et le 13e au rang général. Au niveau du sexe ratio, à retenir qu'il y a environ 2 hommes pour une femme et que la moitié des cas diagnostiqués sont après 75 ans, donc une maladie plutôt tout de même du sujet âgé. L'incidence de ce cancer est plutôt en baisse depuis les années 70, principalement par la meilleure éradication de l'infection Helicobacter pylori, une meilleure conservation des aliments, une alimentation plus riche en fibres. Il a tout de même une petite particularité à retenir. L'incidence augmente au niveau du cardia, donc la zone proximale, et diminue au niveau distal, au niveau de l'antre du corps. Pourquoi l'infection Helicobacter pylori est plutôt située dans la partie distale et la partie proximale est plutôt liée à une métaplasie en lien avec un reflux gastro-œsophagien. Au niveau de la fréquence, 20% sont au niveau du cardia et 60% sont distaux. Donc, l'incidence diminue au niveau distal, mais c'est toujours là où il est le plus fréquent. Le pronostic du cancer gastrique est très réservé puisque la survie à 5 ans, tout stade confondu, est de 15%. Cette survie va dépendre de l'envahissement ganglionnaire puisque un N0, c'est-à-dire aucun envahissement ganglionnaire, la survie sera de 60% à 5 ans. Si le stade ganglionnaire est N2, c'est-à-dire plus de 3 ganglions atteints, cette survie chute à 10%. La mortalité reste donc très élevée, avec 4500 décès par an environ, pour 6500 nouveaux cas incidents, comme je vous l'avais dit au diapo précédent. Le principal facteur de risque du cancer gastrique est l'infection à Helicobacter pylori. Elle est présente dans 80% des cas et doit donc toujours être recherchée. Cette infection reste endémique sur plusieurs continents et est la cause de la fréquence de ce cancer, principalement en Asie. Lorsqu'une infection est mise en évidence chez un cas, il faut aller le rechercher chez les autres membres de son foyer et l'éradiquer si cette infection est mise en évidence. Lors de la réalisation d'une endoscopie, il faut également aller rechercher cette infection à Helicobacter pylori et la traiter le cas échéant. Cette infection est donc principalement trouvée au niveau distal où elle cause du coup des cancers de l'antre et du corps de l'estomac. L'autre principal facteur de risque est donc le RGO. Comme je vous l'avais dit précédemment, il est en cause dans les cancers du cardia, c'est-à-dire la zone proximale de l'estomac. Nous avons également quelques facteurs environnementaux qui sont cités dans le collège. Le sel, le manque de fibres, le tabac, le surpoids, l'infection à Epstein-Barr virus et le bas niveau socio-économique. Probablement en lien avec donc l'alimentation, puisqu'il serait possible qu'une alimentation en fruits et légumes soit plutôt protectrice en lien avec la vitamine C. Cela n'est pas réellement prouvé, mais retenir que le choix alimentaire participe de manière directe ou indirecte aux facteurs de risque du cancer gastrique. Un point important, il ne faut pas tomber dans le piège, une intoxication chronique en alcool, une exogénose, n'est pas un facteur de risque de l'adénocarcinome gastrique. Quelques autres facteurs de risque à connaître, au niveau des gastrites chroniques atrophiques, par exemple liées à la maladie de Biermer, cette maladie avec un déficit en vitamine B12, ou encore la maladie de Ménétrier, qui cause des gastrites hypertrophiques géantes. Il y a également un risque augmenté chez les patients ayant eu une gastrectomie partielle, principalement par le biais du reflux gastrique qui est augmenté dès 10 ans post-opératoire avec un risque pouvant atteindre x8 à 25 ans post-op. Également, lorsque vous avez un apparenté au premier degré ayant eu un cancer gastrique, votre risque est augmenté. Et puis, quelques syndromes génétiques. 3%, cela reste rare. Il y a la mutation CDH1 qui code pour la eucadérine, qui est une molécule d'adhérence intracellulaire qui est en cause dans les cancers gastriques héréditaires. Et puis également le syndrome de Lynch que vous avez vu dans le cancer colorectal, de l'endomètre. Et puis la polypose adénomateuse familiale qui peut également augmenter le risque de cancer gastrique. Au niveau de l'anatomopathologie du cancer gastrique, retenir que 95% sont des adénocarcinomes puisqu'ils dérivent d'un épithélium glandulaire et non malpigien. Les autres histologies pouvant être rencontrées sont le lymphome de la zone marginale, du MALT. Ces lymphomes dérivent de tissus lymphoïdes ectopiques situés sous l'épithélium de surface, principalement en lien avec l'infection Helicobacter pylori.
D'ailleurs, le traitement de première intention de ce lymphome est l'éradication de cette infection. Vous pourrez également rencontrer des gystes. Ce sont des tumeurs stromales mésenchymateuses qui se développent dans 2/3 des cas aux dépens de la musculeuse et expriment le récepteur transmembranaire c-KIT. En première intention, la chirurgie reste le traitement de choix. Si le cancer n'est pas résécable ou métastatique, on peut alors le traiter par un ITK de première génération qui s'appelle l'imatinib. Vous pourrez également voir des tumeurs neuroendocrines qui sont principalement d'évolution lente, très rarement métastatiques, donc de meilleurs pronostics que les adénocarcinomes, même si malheureusement, il y en a certains de mauvais pronostics. Dans les adénocarcinomes gastriques, il faut retenir qu'il y a des sous-types. Le principal sous-type est le type intestinal, secondaire principalement au Helicobacter pylori ou au reflux gastro-œsophagien. Il y a également le type diffus, ou aussi appelé l'inite gastrique, qui représente environ 10% des cancers gastriques. Ce cancer est plutôt chez la personne jeune, à prédominance chez la femme. Il est plutôt péjoratif puisqu'il diffuse au niveau des ganglions et du péritoine de manière fréquente avec une très basse chimiosensibilité. Il s'appelle l'inite car a un aspect de lin, car blanchâtre, avec un aspect épaissi et rigide au niveau de la nappate. C'est un adénocarcinome peu différencié avec des cellules en bague à chatons. Ce cancer envahit les couches sans les détruire. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire des biopsies profondes lors d'une suspicion de cancer gastrique avec, à l'endoscopie, pas de lésions visuellement objectivables. Il existe également des tumeurs mixtes et d'autres sous-types plus rares. Quand est-ce qu'il faut penser à un cancer gastrique ? Par exemple, chez un patient présentant des douleurs épigastriques persistantes, parfois pseudo-ulcéreuses mais mal soulagées par la prise d'alginate ou d'IPP. Chez un patient avec une dysphagie ou des vomissements alimentaires persistants pouvant être en lien avec une masse comprimant le passage alimentaire et donc gênant la digestion. Chez un patient avec une dyspepsie d'apparition récente. Donc la dyspepsie représente tous les symptômes digestifs qui peuvent être des douleurs, des gêne à la digestion, un ballonnement. Des hémorragies, bien sûr, avec les hématémèses ou des mélénas si le saignement est digéré. Et puis, comme dans tout cancer, les signes généraux, asthénie, anorexie, amaigrissement. À l'examen clinique, vous pouvez retrouver parfois une masse palpable, un ganglion de Troisier. Je vous rappelle que c'est un ganglion susclaviculaire gauche, en lien avec le canal thoracique qui draine au niveau lymphatique les organes sous-diaphragmatiques. Il peut également y avoir de l'acide sur un cancer plus avancé ou une organomégalie ou des organomégalies s'il y a des lésions métastatiques pouvant faire palper un foie par exemple. Le bilan à retenir est assez simple. Une endoscopie avec biopsie et la recherche, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, de la bactérie Helicobacter pylori. On peut plus ou moins réaliser une écho-endoscopie s'il y a une suspicion de l'inite, mais que l'histologie des biopsies initiales n'est pas concluante. Dans un second temps, le bilan d'extension se fait par un scanner TAP injecté à la recherche de métastases qui peuvent être digestives ou même ovariennes, bien se souvenir du cas des métastases de Krukenberg qui sont assez fréquentes dans le cancer gastrique. Si une prise en charge chirurgicale est envisagée, on peut réaliser dans un premier temps une laparoscopie exploratrice pour exclure la présence d'une carcinose péritonéale qui récuserait le patient de la chirurgie. Il n'y a pas d'indication à réaliser de TEP scanner. Pour le reste du bilan, bien réaliser un bilan biologique complet et puis réaliser le dosage de l'ACE et du CA-19-9 se fait toujours pour le suivi principalement dans les maladies métastatiques. Il faut également rechercher le statut HER2, MSS et PDL1 dès le diagnostic puisque le statut HER2 pourra principalement être utilisé pour une thérapie ciblée anti-HER2 par trastuzumab dans le cas du cancer gastrique. On peut également réaliser bien sûr un bilan nutritionnel chez ces patients qui ont fréquemment une dénutrition au diagnostic, un bilan pré-chimiothérapie, par exemple par ETT, dans le cas d'utilisation d'anthracycline ou d'anti-HER2, et puis également bien penser, puisque les patients sont généralement âgés, à réaliser le score G8 pour les patients de plus de 70 à 75 ans en fonction de l'état clinique, et à les adresser à des oncogériates si le score est en dessous de 14. Le TNM n'est pas réellement à retenir, je vous le remets pour que vous puissiez le visualiser. Il est toujours le même dans les cancers digestifs puisque T1, l'atteinte de la sous-muqueuse, T2, la musculeuse,
T3 la sous-séreuse et T4 séreuse ou organe adjacent. Sur les ganglions N1, 1 à 2 ganglions, N2, 3 à 6, N3 supérieur à 7 ganglions et puis bien sûr M1 si un organe ou le péritoine est atteint dans le cadre du cancer gastrique. Diapo concise sur le traitement du cancer gastrique puisque cela est hors programme pour le CN. À retenir très facilement, si le cancer est opérable, alors il est conseillé de faire une chimiothérapie périopératoire, c'est-à-dire que nous réaliserons une chimiothérapie, puis le patient sera opéré, puis une nouvelle chimiothérapie. Si le patient n'est pas chirurgical, c'est-à-dire par son état de santé, ou si le stade est métastatique, dans ce cas-là, la prise en charge sera par chimiothérapie, associée à des immunothérapies ou des thérapies ciblées. Nous pouvons également utiliser de la radiothérapie à but antalgique, hémostatique ou en complément de la chimiothérapie. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt et bon courage à tous.